Toutes les précautions sont prises dans le champ des caméras et hors champ. Regardez, mesdames et messieurs, je viens d'enlever mon masque. Il est 14 heures. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de messieurs Michel Lalande, préfet des Hauts-de-France, et Jacques Vernier, président de l'ORCP, l'Observatoire régional de la commande publique, pour suivre cette émission en ligne. Nous sommes en direct, vous venez de le voir, en direct du somptueux plateau télé de la Chaufferie, ici à Tourcoing. Et vous êtes cet après-midi plus de 150 personnes à vous être connectées avec nous. Vous représentez des collectivités territoriales, des mairies, des entreprises ou encore des structures liées à l'emploi des 5 départements de notre belle région. Tenez un petit coucou au CHU de Lille, par exemple, à Cambrésis Emploi, conseil départemental de l'Aisne. Il y a mon lycée qui est représenté, le lycée Condorcet de Lens, Initiative et Cité, la communauté de communes du Pays de Valois ou encore Amiens Métropole. Ce ne sont que quelques exemples. 3 grandes séquences au programme cet après-midi, jusqu'à 15h45. Une douzaine d'invités de grands acteurs nationaux et régionaux vont se succéder sur ce plateau et en duplex pour poser leurs regards acérés sur les enjeux de la commande publique dans un contexte de relance et de transformation. Ça, c'est la première partie. Et puis à 15h45, des ateliers. Vous êtes une entreprise et vous souhaitez connaître la programmation des prochains appels d'offres. Eh bien, vous êtes donc inscrit à un atelier programmation travaux publics et un atelier programmation opération de travaux de bâtiments. Et puis, si vous êtes acheteur et souhaitez échanger sur des réalisations, les perspectives et créer du lien, eh bien, pas moins de 5 ateliers vous sont proposés. Ce sera donc à 15h45 pendant 3 quarts d'heure. Sur ces ateliers précision utiles, des présidentes et des présidents de communautés d'agglos et communautés de communes se sont mobilisés en personne et ont joué le jeu. Donc merci à eux. Et enfin, dernière séquence de l'après-midi, de 16h30 à 17h, on reviendra ici en plateau, on esquissera les perspectives de l'ERCP à la lumière de ce qui aura émergé des ateliers. Et puis, vous le savez, l'ORCP a souhaité mettre à l'honneur des réussites menées entre des entreprises de la région et des acteurs publics. Eh bien, nous vous dévoilerons quelles sont ces réussites. Souvenez-vous, hein, il y avait 2 appels à candidature. Un appel à candidature Faites connaître vos réussites et puis un appel à candidature Label Innovation durable. Nous verrons ça tout à l'heure, donc ce sera à 16h30. Vous le savez, hein, maintenant, ce nouveau genre d'émission en ligne ne fonctionne que s'il y a un minimum d'interactivité avec vous. Vous pouvez donc poser vos questions dans le chat. Nous traiterons quelques-unes de ces questions en live, hein, à l'issue de chacun des 2 plateaux qui accueillent nos acteurs régionaux. Alors, comment fonctionne le chat? Je ne vous fais pas l'injure de vous rappeler comment fonctionne un chat sur Zoom. Vous utilisez cela depuis 1 an maintenant. Il y a un bouton conversation, discussion. Et merci de réserver ce chat uniquement pour les questions adressées à nos invités. Pour vos messages privés, utilisez, si vous voulez bien, les canaux privés. Je m'appelle Yann Cusack et j'ai le plaisir de vous accompagner cet après-midi. Soyez les bienvenus. Nos 2 premiers invités sont déjà installés et derrière moi. C'est parti pour 2 heures d'émission. Notre premier invité est secrétaire général pour les affaires régionales de SGAR Hauts-de-France. Bonjour Laurent Buchaya. Bonjour. Et à vos côtés, le président de l'ORCP, Monsieur Jacques Vernier. Bonjour monsieur, messieurs. Première question, pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui? Pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui? D'abord parce que je crois que l'ensemble des acteurs de l'Observatoire régional avaient plaisir à se réunir et se sont beaucoup mobilisés pour ce faire. Et puis parce que je crois que cette initiative, elle a sans doute plus de sens que jamais, malgré les difficultés d'organisation pratique. Michel Lalande, le préfet, viendra en conclusion de cet événement. Il le rejoindra en cours. Il est désolé, mais il était retenu par d'autres obligations et donc m'a demandé de vous adresser ce message d'introduction. Pour vous dire à quel point effectivement cet événement est un événement à ses yeux et je crois aux yeux de tous ceux qui ont contribué à son organisation, important pour la commande publique dans notre région, mais aussi plus globalement pour notre développement économique. Permettez-moi aussi d'accueillir, vous l'avez signalé, Monsieur Jacques Vernier, en signalant qu'il a accepté, qu'il nous fait l'honneur pour la période qui s'ouvre, pour les années qui viennent, d'avoir accepté d'exercer la présidence de cet observatoire régional. Et je crois que ce séminaire vient
parfaitement pour que justement cette entrée en fonction de présidence soit l'occasion d'établir, sur la base des échanges riches, je n'en doute pas, qui auront lieu aujourd'hui, une vraie feuille de route triennale qui nous permette de poursuivre la dynamique qui a été engagée en région. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté cette mission. Cette dynamique qui s'est concrétisée malgré les difficultés depuis un an d'organisation, dès qu'on veut être dans un travail un peu collaboratif, un petit peu participatif, un peu collectif, qui malgré tout s'est concrétisée par un certain nombre de chantiers qui ont pu aboutir. Je pense notamment à 2 outils qui, je crois, sont précieux dans notre travail quotidien. C'est la cartographie des chantiers des acteurs publics qui donne de la visibilité, et aussi le règlement de consultation simplifié et harmonisé. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que nous ne sommes pas dans une période anodine. C'est-à-dire que la période que nous connaissons, qui est une période à la fois de drame humain sur un point de vue sanitaire, mais aussi de très graves difficultés économiques pour un certain nombre d'acteurs dont l'activité aujourd'hui encore est entravée pour des raisons de crise sanitaire. C'est une période qui se caractérise aussi par un effort de soutien important à apporter à l'économie, et puis le plan de relance. Le plan de relance, c'est ça sa logique. C'est comment faire en sorte qu'on fait de cette crise une opportunité. Et pour la commande publique, c'est une opportunité. La commande publique sera un levier important pour ce plan de relance. Juste quelques chiffres. Mais si on parle tout simplement de commande publique en termes de chantier immobilier, hein, et évidemment, il y a plein d'autres aspects. Aujourd'hui, entre les dossiers du plan de relance, entre les grandes cités administratives qui se construisent à Lille, à Amiens, à Lens, c'est plus de 600 millions d'euros qui, dans les 2-3 années qui viennent, vont pouvoir être engagés. Le canal Seine-Nord-Europe représente pour la région une opportunité là aussi d'activité assez considérable. Et donc nous devons être au rendez-vous pour que la commande publique s'exerce le mieux possible. Donc s'exerce le mieux possible, tout simplement, et c'est le thème du séminaire choisi aujourd'hui, tout simplement, acteurs et publics et entreprises créons de la valeur. C'est cette idée de pacte, c'est cette idée de collectif, faire en sorte que l'acte d'achat ne soit pas qu'un acte d'achat, que ça soit l'occasion d'innover, que ce soit l'occasion de faire naître des écosystèmes nouveaux, l'occasion de donner de la visibilité à chacun, et globalement l'occasion d'être le plus efficace possible. Donc voilà, j'espère que cette journée répondra aux attentes des participants, que je remercie de s'être connectés. Et puis d'ores et déjà, je remercie tous ceux qui, en lien avec l'équipe de la plateforme régionale achat, ont rendu possible cet événement. J'espère encore une fois qu'il répondra aux attentes de l'ensemble de ces participants. Le travail collectif, effectivement, travail main dans la main, c'est le mot d'ordre de cet après-midi. Monsieur Vernier, vous allez nous rappeler en tant que président les missions, les enjeux de l'ORCP en quelques mots. Bienvenue à vous, monsieur. Écoutez, on pourrait d'abord résumer la mission de l'ORCP, l'Office régional de la commande publique, en un seul mot, qui est faciliter. Faciliter la tâche aux acteurs publics, c'est-à-dire aux services de l'État, aux collectivités locales, aux hôpitaux, tous ceux qui font des commandes publiques, et aussi faciliter la tâche aux entreprises qui font des travaux ou qui vendent des fournitures aux organismes publics. Alors faciliter comment, par exemple ? Eh bien, monsieur le sous-préfet le disait à l'instant, quand un organisme public consulte des entreprises, il envoie un document aux entreprises. Ces documents, on s'aperçoit qu'ils sont souvent très compliqués, plein de mots difficiles à comprendre, et puis ils ne sont pas harmonisés d'un organisme public à un autre. Donc, premier travail en cours, simplifier et harmoniser les règlements de consultation des entreprises. C'est un travail. Deuxième chose, pour que les entreprises de notre région puissent répondre aux commandes publiques, il faut qu'elles sachent que tel travail est entrepris par telle collectivité, etc. Il faut que l'information circule. Notre volonté, c'est de faire une seule plateforme d'information à l'échelle de la région sur toutes les commandes publiques qui sont lancées. Donc voilà, deuxième chose. Troisième chose, il est de plus en plus souhaitable, quand on fait une commande publique, de faire une clause sociale, c'est-à-dire de profiter, au fond, de travaux publics, par exemple, pour employer des personnes handicapées
ou des personnes en insertion. Seulement, ce n'est pas si facile que ça. Parce que si je commande un travail à une entreprise, et si je lui dis, attendez, recrutez à cette occasion des personnes handicapées ou des personnes en insertion, eh bien cette entreprise, elle aura peut-être du mal à trouver les personnes en question. Et donc, là aussi, faciliter. Il faut qu'on ait sur tout le territoire régional un réseau de facilitateurs qui faciliteront la tâche aux entreprises pour trouver des personnes handicapées ou des personnes en insertion. Avant-dernier exemple, les clauses environnementales. On dit il faut profiter des marchés publics pour finalement promouvoir l'environnement, l'économie circulaire, etc. Injecter des clauses environnementales dans les marchés publics. Dire que l'eau elle doit être très pure, dire comment on doit traiter les déchets, dire qu'on doit acheter des matériaux durables. Voilà. Mais ces clauses environnementales, pour des petits organismes publics, et même pour des moyens, et même pour des gros, elles sont difficiles. Et on a un organisme, le CD2E, qui est partenaire de notre office, qui a publié 115 clauses vertes, environnementales type, et les acheteurs publics n'ont qu'à les faire du copier-coller. Ce sont des clauses clés en main pour faire de l'environnement, pour promouvoir l'environnement au moment des marchés publics. Et la dernière chose, dernier exemple que je trouve aussi très intéressant, l'innovation. Vous avez plein d'entreprises innovantes. Les acteurs publics, ils aimeraient bien s'engager avec des entreprises innovantes. Mais les acteurs publics peuvent avoir peur de l'innovation. Et on a un organisme partenaire de notre office, qui est l'Agence régionale d'innovation et de développement, qui en fait s'est mise à labelliser des entreprises innovatrices. Et comme ça, si je suis organisme public, je peux travailler avec ces entreprises labellisées en toute confiance et en toute sécurité. Très bien, c'est très clair. Merci pour ces mots d'accueil. Vous citiez CD2E à l'instant. Frédéric Sels, la nouvelle directrice générale, sera avec nous tout à l'heure. On a compris simplification, facilitation et création de liens. On vous retrouve tout à l'heure à 16h30, Monsieur Vernier. Merci pour ces propos introductifs. Séquence numéro 2 à présent, on va passer 15 minutes ensemble sur les enjeux de la commande publique, toujours dans ce contexte de relance et de transformation entre acteurs nationaux. 3 acteurs nationaux sont avec nous cet après-midi. La première actrice est avec nous en visio, en duplex, Flora Vigreux. Bonjour Flora Vigreux. Bonjour. Voilà, vous nous entendez bien ? Tout à fait. Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes chef du bureau adjoint économie, statistique et technique de l'achat public au sein de l'OECP, l'Observatoire économique de la commande publique. Un petit clin d'œil à votre fille qui fête ses 10 ans aujourd'hui. Coucou à Océane. Vous souhaitez, vous, cet après-midi, nous présenter un guide, le guide sur les aspects sociaux dans la commande publique. Quelques mots pour commencer sur les origines de ce guide. Ce n'est pas sa première version, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Ce n'est pas sa première version. En fait, les prémices du guide ont démarré en 2007 grâce justement à des expériences territoriales. Et c'est vrai que dans les Hauts-de-France, on peut en parler, il y a de belles expériences en matière de clause sociale. Mais on avait des guides qui étaient éparses. Et donc, il y a eu une première mise à niveau en 2018 qui a permis de regrouper la thématique de l'insertion, la thématique du handicap, pour montrer qu'en fait, tous ces aspects-là, c'est de l'insertion, parce que souvent le handicap était un petit peu traité à part. Donc il y a une consolidation avec de nombreux acteurs, le ministère du Travail, la direction des affaires juridiques. Et on a en fait choisi de refaire une mise à jour beaucoup plus complète cette année pour enrichir ce guide. Et vous faites d'une pierre deux coups puisque vous mettez à jour les fameuses CCAG, les cahiers des clauses administratives générales, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, le futur guide, il va avoir une grosse partie dédiée à l'insertion, comme c'est déjà le cas, et puis d'autres thèmes. Sur la partie insertion, il y a une très grande nouveauté, c'est la mise en place de clauses sociales dans les cahiers des clauses administratives générales.
comme ça a été dit tout à l'heure par Monsieur Vernier, hein, il faut absolument impulser les clauses sociales, il faut faciliter la vie des acheteurs, et grâce à ces clauses types, les acheteurs vont pouvoir davantage utiliser les clauses sociales. Et donc, on a fait un travail de concertation à la fois avec les acteurs du guide et à la fois avec la concertation qui était organisée dans le cadre du CCAG. Donc là, on va pouvoir harmoniser les clauses, les publics qu'on vise aussi, qui sont les personnes éloignées de l'emploi, dans ce guide. On va donc faciliter les choses pour les utilisateurs de ce guide. Autre thématique traitée dans ce guide rapidement? Oui, alors il y a la thématique égalité femmes-hommes, qui est aussi un sujet qu'on voit de plus en plus poindre dans les cahiers des charges. Il y a également le commerce équitable, les clauses éthiques. Et enfin, une partie dédiée à l'économie circulaire et l'innovation sociale. Je crois que ça a été dit également tout à l'heure, l'importance de ces thématiques environnementales et innovantes qui sont transverses aux questions sociales et qui ne doivent pas être vues séparément. Hein, l'innovation, l'environnement, le social, tout ça doit être vu de manière globale. Alors, sur ce dernier sujet, vous avez un bel exemple à citer, un bel événement signé par le département du Pas-de-Calais, et vous avez montré cet exemple à l'Europe. Racontez-nous. Alors, il y a effectivement dans les groupes de travail plusieurs acheteurs, parmi lesquels les départements du Pas-de-Calais, mais il y a aussi d'autres expériences sur le réseau des Hauts-de-France, notamment Apur, qu'on a valorisé dans un rapport pour l'Europe et qu'on va valoriser dans le guide aspects sociaux. Il y a eu un bel événement qui a été organisé sur l'économie circulaire autour de l'ESS avec la communauté urbaine de Dunkerque, avec Lille, avec d'autres acheteurs. Et ça, c'est typiquement le type d'initiative qui ont le mérite de montrer que c'est au niveau local qu'il y a une vraie dynamique. Et pour nous, c'est important au niveau européen de montrer que ce n'est pas seulement l'État, mais c'est aussi les territoires qui posent ces questions sociales et environnementales innovantes. Alors pour bien résumer, Madame, réexpliquez-nous, pour bien ancrer les choses, qu'est-ce qu'il apporte ce guide à celles qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, très concrètement? Alors d'abord, il vise à dire oui, c'est possible, vous pouvez le faire, il y a une sécurité juridique, donc on met les acheteurs à être vraiment dans les clous. Parce que souvent, comme ça a été dit, il y a des peurs de ne pas être en conformité. Donc nous, on leur dit, voilà, vous pouvez faire ça en telles conditions. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est leur permettre justement d'avoir des réseaux d'acteurs. Donc ça a été évoqué, les facilitateurs, de savoir à qui s'adresser. Et enfin, donner des exemples, des illustrations pour montrer ce qui est possible dans une diversité de secteurs. Pas les secteurs traditionnels, mais aussi l'ensemble des secteurs de l'achat public, où il y a des belles expériences qui méritent d'être reconnues. Voilà, vous apportez sécurité juridique et vous donnez des recommandations pour être dans les clous. Merci beaucoup, Madame, d'avoir été avec nous cet après-midi. Deuxième invitée, elle est sous-directrice modernisation des achats à la DAE, la direction des achats de l'État. Bonjour, Sandrine Jarry. Bonjour à tous. Bonjour Madame. Le directeur des achats de l'État, Michel Grévoul, est retenu à Matignon en ce début d'après-midi. Merci de le remplacer au pied levé. Première question, ça achète quoi et combien l'État? Alors, l'État, c'est qui déjà? L'État, ce sont les 11 ministères. Et puis, à l'échelle, par exemple, régionale, ce sont les plateformes régionales des achats. L'État, ce sont aussi des établissements publics, par exemple les universités ou les grands établissements de recherche, comme le CNRS, par exemple, ou le CNES. Donc, toutes ces personnes publiques, qu'est-ce qu'elles achètent et ça achète combien? Alors, 17 milliards d'euros pour l'État. Il s'agit bien sûr des achats civils. 17 milliards. Et puis, c'est facile à retenir, 17 milliards aussi, ça s'additionne, pour les établissements publics dont je vous ai parlé. Ça achète quoi, cet ensemble de personnes publiques? Eh bien, plein de choses finalement, de l'immobilier, de l'informatique, mais aussi, pourquoi pas, de l'alimentaire, des prestations de formation, par exemple. En tout, ce sont 380 groupes de marchandises que l'on peut répertorier. Et puis, dans la nature des achats, on a déjà parlé d'ailleurs d'immobilier, de travaux, de fournitures, de services.
Donc c'est très vaste. Et les deux chiffres, vous l'avez retenu, 17 milliards, 17 milliards. On retient bien votre addition 17, 17 et 17. Alors spécifiquement et en lien évidemment avec notre sujet du jour, la DAE passe des marchés qui contribuent spécifiquement au plan de relance. Et vous avez 2 exemples pour bien comprendre. Oui, alors le premier exemple, et là aussi on en a déjà parlé à l'échelle régionale, au niveau national, la DAE a conduit un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour aider dans le cadre des opérations de rénovation énergétique des bâtiments publics, des bâtiments toujours de l'État et des établissements publics. Premier exemple. Deuxième exemple, autour des mobilités. La DAE a passé un marché pour que les ministères, les établissements publics, les PFRA puissent acquérir des bornes de recharge électrique. Et puis à l'échelle régionale, la plateforme ou les plateformes régionales des achats ont passé des marchés d'installation de ces bornes. Donc là, c'est le volet très important aussi du plan de relance autour du verdissement de la flotte automobile de l'État, puisque ces bornes, pour alimenter des véhicules électriques, concernent les services de l'État, par exemple nos collègues des douanes ou encore nos collègues des finances publiques. 16% de la flotte des véhicules de l'État sont pour l'instant électriques. Objectif à court terme 39% pour arriver à 50 au moins. C'est bien cela? C'est bien cela. L'idée, c'est à travers un plan tout à fait volontaire d'acquérir désormais dans les nouvelles acquisitions quasiment uniquement des véhicules électriques. Un sujet qui va parler à Stéphane Meuric de Transalé à Valenciennes. Stéphane Meuric qui sera là avec nous tout à l'heure. Alors pour être également très concrète, Madame, vous proposez aux entreprises qui nous écoutent pas moins de 4 outils pour les aider à répondre au marché de l'État. Le premier s'appelle Place, P-L-A-C-E. C'est quoi exactement Place? Alors Place, c'est la plateforme des achats de l'État. C'est ce que l'on appelle le profil acheteur des ministères, mais aussi, vous l'avez compris, des plateformes régionales des achats, et puis également des établissements publics qui l'utilisent également en grande partie. Il y a sur Place la possibilité pour les entreprises de faire des tris. Puisque dans Place, vous avez une multitude de consultations qui sont visibles, mais les entreprises peuvent faire un certain nombre de tris par région ou par type de marché. Elles peuvent également enregistrer une alerte de manière à avoir l'information qui vient à elles et de manière à être alertées en heure et en temps sur la publication de consultations qui les intéresseraient. Allez voir Place. 20 000 entités publiques l'utilisent, alors à la fois les services de l'État, les établissements publics rattachés, mais aussi, sachez-le, par exemple, un certain nombre de caisses de sécurité sociale. Donc c'est un outil qui permet d'avoir vraiment à disposition dans cette Place, dans cette plateforme, beaucoup de marchés, 20 000 marchés publiés chaque année. Et encore une fois, c'est France entière, mais si ce qui vous intéresse, c'est par exemple Tourcoing, eh bien, vous pouvez tout à fait vous enregistrer cette veille géographique. Toujours sur Place, ce que vous appelez une bourse à la co-traitance, notamment si une PME est trop petite pour répondre, elle peut s'associer avec d'autres structures de la même taille qu'elle pour répondre à un marché. Tout à fait, c'est un outil vraiment intéressant et qu'il faut flécher à nos participants cet après-midi. Donc cette bourse à la co-traitance permet de trouver finalement un allié lorsque l'on est une entreprise qui, par exemple, ne dispose pas de toutes les compétences pour répondre à une consultation publique. Donc, dans la bourse à la co-traitance, c'est une bourse d'échange. Donc, on propose ses savoir-faire pour une entreprise et elle essaye par la bourse de rentrer en relation avec une autre entreprise qui aurait une compétence complémentaire pour pouvoir répondre à une consultation, d'une part, ou pour pouvoir répondre avec plus de capacité financière à une consultation.
C'est Donc derrière, l'idée, c'est de contractualiser à travers ce qu'on appelle le groupement momentané d'entreprises. pour répondre temporairement à un marché. Rappelons l'an dernier, hein, sur les 20 000 marchés que vous avez cités à l'instant, 2 650, hein, je crois, groupements de la sorte ont été créés. Puis dans les Hauts-de-France, vous avez parlé au niveau national, au niveau macro, les marchés en Hauts-de-France représentent environ 400 millions d'euros d'achats annuels. Également sur le site, cette fois de la DAE, un guichet unique. Tout à fait. Alors, ce guichet unique, c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu de questionnement possible pour les entreprises. Une entreprise peut, hors consultation, j'allais dire, hein, s'inscrire sur ce guichet unique et demander à ce qu'on la contacte, à ce qu'un acheteur de l'État la contacte euh, au sujet des activités qu'elle a pu enregistrer dans ce guichet unique et des solutions innovantes qu'elle a proposées et qu'elle donne à voir dans ce guichet unique. Donc l'idée, encore une fois, c'est pour les entreprises de faire connaître leurs produits et notamment les innovations qu'elles peuvent proposer. Ensuite, il y a un tri et un aiguillage qui est fait de manière à, au sein des acheteurs de l'État, trouver le bon interlocuteur pour mettre en relation cette entreprise qui a des services à proposer, des produits innovants, avec un service acheteur qui sera intéressé par la technologie en question ou le secteur. Voilà pour ces outils très concrets. Donc on retient Place d'une part et puis le site internet de la DAE d'autre part avec divers onglets. Merci Madame d'avoir été avec nous cet après-midi. Troisième invité sur ce plateau consacré aux acteurs nationaux, la directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire, l'INEC. Bonjour Emmanuel Ledoux, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Tourcoing cet après-midi. Alors vous, pour être très concrète également, vous nous emmenez dans une école, racontez-nous. Alors exactement, en fait, beaucoup de mots-clés ont déjà été dits pour transformer la commande publique, simplification, décomplexification, donner des outils aussi. Donc l'accompagnement pour la transformation réglementaire, il est évidemment important. Ça a été dit aussi beaucoup de sujets, France Relance pour accompagner les collectivités, les acheteurs publics qui s'engagent économiquement. Et nous, on a souhaité travailler sur la chargée de partie changement de comportement, en se disant pour ça, on a besoin de pouvoir incarner aussi cette dimension commande publique plus verte, et en l'espèce, pour ce qui nous concerne, circulaire. Alors pour ça, on a choisi un espace qui nous paraissait le plus signifiant possible pour un maximum de gens. Il parle à tout le monde. L'école, ça parle à tout le monde. Exactement. L'école, ça parle à tout le monde. C'est le creuset républicain, des écoles, il y en a partout. Plus de 60 000 en France. Alors, école de la maternelle au lycée, hein, pas enfin, établissement l'école avec scolaire. un E majuscule, alors, d'accord. Exactement. Établissement scolaire circulaire, ça nous paraissait un petit peu trop administratif. Donc, on a vraiment voulu garder ce mot d'école. En disant une école, finalement, tout ce qu'on peut faire en économie circulaire, on peut le faire dans une école. Alors, je crois que le dessin ou le schéma que vous avez apporté s'inscrit sur vos écrans. Voilà, il était là-bas. Est-ce qu'on l'a en retour ici? Voilà, vous l'avez. Donc voilà, une école, ce qu'on voit là, c'est une école, on la construit, on la rénove, on l'approvisionne énergétiquement, on aménage la cour d'école, il y a le revêtement des sols, la gestion des déchets, la boucle alimentaire. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, plutôt que de travailler trop sur une dimension filière, qui nécessite un niveau d'expertise quand même significatif. Hein. Moi, je vois dans des échanges que je peux avoir, par exemple, dans le bâtiment, sur la gestion des déchets, si on n'a pas un bac plus 18 en laine de verre, on a quand même assez peu de chances de s'en sortir. Alors que là, on part vraiment d'un bâtiment connu de tous et on les décortique, on le décompose avec des portes d'entrée qui peuvent être soit techniques, compliquées, effectivement, on l'a dit, pour le bâtiment, c'est pas toujours simple, mais aussi beaucoup plus facile, typiquement ce qui est fourniture scolaire, changer sa stratégie d'achat des crayons de couleur pour les maternelles, c'est quand même un petit peu plus facile. Alors pour tout ça, il y a déjà, enfin voilà, c'est pas terra incognita. Effectivement, il peut y avoir de l'accompagnement de clauses pour les acheteurs. Et dans chacun de ces domaines, nous on a commencé à recenser. On va le montrer. Regardez, il y a la caméra. Montrez-la, ce que vous, voilà, à la caméra. Vous pouvez le maintenir comme à la télé. Hein, voilà. Okay. Qu'est-ce que c'est que ce document?
Dites-nous. Ça fait très téléachat, là. Donc, non, ça ne découpe rien et ça ne lave pas votre sol. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est de recenser un maximum d'initiatives dans des villes, des collectivités, par des conseils généraux de tailles diverses, et de montrer que, ça a été fait séparément, pas forcément de façon holistique, sur toute l'école, dans différents endroits, d'une part, et qu'en face, il y a aussi des solutions qui existent. Donc, je transforme mon marché, je mets une clause qui prend en compte l'économie de la ressource. C'est une chose, j'ai besoin de sécuriser juridiquement. On a vu pour ça, il y avait beaucoup d'outils qui existent et qui continuent à se mettre en place. Mais en face, je sais aussi qu'il y a il y a de l'offre. Enfin, il y a vraiment des entreprises qui sont en capacité de se positionner. L'ambition pour nous, elle est aussi d'être en capacité de territorialiser ce sourcing, parce que c'est sûr que voilà, ce qu'on peut attendre comme réponse dans les Hauts-de-France, c'est pas forcément la même chose qu'on va avoir en Occitanie. Alors pour ça, on retrouve déjà nous des initiatives qui sont hyper intéressantes en fonction des domaines. Alors par exemple, je sais pas, dans l'entretien, c'est la ville de Abscon, par exemple, dans le Nord. Abscon, dites-vous, Abscon? Abscon, oui, c'est un vrai nom de ville. Dans le Nord, effectivement, Voilà, oui. qui a une solution qui n'est pas Abscon, mais qui est plutôt intéressante de travailler sur des produits concentrés, en accompagnant le geste aussi. Donc là, on voit d'ailleurs, c'est pas qu'une question de commande publique, c'est aussi une question d'accompagnement derrière par les agents. La transformation de comportement, il est aussi dans la transformation des formes de travail. Sur la boucle alimentaire, je pense que tout le monde a suivi ici, mais il y a la région Hauts-de-France qui a lancé Je mange local dans l'ensemble des cantines des lycées. Il y a un collège d'Amiens dans la Somme aussi qui a travaillé sur l'énergie, là où il y a des initiatives assez intéressantes d'autoroutes solaires pour changer l'approvisionnement. Enfin, vraiment, il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent être mises en place. Et nous, l'idée sur l'école, en plaisantant un peu au départ, on disait c'est un projet pour le maire, en disant il faut que, si on veut que les villes s'engagent, que les départements s'engagent, que les collectivités s'engagent, il faut que derrière, elles soient en capacité d'expliquer. Et quand on voit, il y a beaucoup de projets sur les cantines, parce que les cantines, c'est facile à expliquer, ça parle aux parents d'élèves. Le bâtiment, c'est plus compliqué à expliquer. L'approvisionnement énergétique, c'est plus compliqué. Donc là, c'est de se dire, de partir vraiment d'un projet qui puisse être communicant et qui donne aussi envie aux acteurs locaux de s'engager, parce que derrière, ils sauront aller en parler. L'école est donc un exemple parlant. Merci beaucoup, madame, d'être venue nous voir cet après-midi. Merci pour cet exemple très concret sur l'école et l'économie circulaire autour de l'école. On vous raccompagne. Merci une nouvelle fois. Prochaine séquence, pendant 35 minutes, 5 premières Père Dieu pour des regards acérés et croisés sur les enjeux de la commande publique dans un contexte de relance et de transformation. On va lancer une première table ronde avec 5 invités. Voici nos 5 invités. Le temps, regardez, de nettoyer les tables comme il se doit. Merci madame. Et voici Frédéric Sels, Philippe Ourdin, Pierre-Alain Lamant, Stéphane Meuric et François Delay. Voilà, 4 personnes sur ce plateau et la 5e en duplex. On vous la présentera dans quelques instants. Frédéric Sels, on l'a dit, est avec nous. Vous êtes toute récente, depuis 4-5 jours, directrice générale du CD2E, qui se veut être accélérateur de l'éco-transition. Ici, Philippe Ourdin, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France. Pierre-Alain Lamant est avec nous en duplex, directeur du CFA académique de Lille. Stéphane Meuric, directeur général de Transalé, Technopole des mobilités innovantes et durables. Et François Delay, le président de la Fédération française du bâtiment, la fameuse FFB des Hauts-de-France. Depuis 2017, vous avez été réélu pour un second mandat en décembre 2020. Vous êtes entre autres également président de la cellule économique régionale de la construction des Hauts-de-France. Et on va commencer avec vous. Vous avez, il y a plusieurs mois, appelé de vos vœux une étude pour connaître les marchés, pour avoir une visibilité sur les marchés à venir, anticiper les carnets de commandes et rassurer les entreprises.
votre vœu a été exaucé. Cette étude a été commanditée à la cellule économique régionale de la construction, la CERC, par Michel Lalande et le président de la Fédération régionale des travaux publics, Bernard Duhamel. Ceci remonte à un colloque de septembre 2019 sur la rénovation urbaine et l'emploi. C'était à Roubaix. Cette étude est sortie et il y a 2 chiffres très importants qui en ressortent sur la période 2021 et 2024 en termes de nombre de projets et de montant de travaux. Quels sont ces chiffres ? C'est simplement 4600 projets pour un montant d'un peu plus de 8 milliards. C'est effectivement très important. Ce qui est important, c'est que ces travaux démarrent. Effectivement, il faut savoir que les 8 milliards en question, outre le chiffre d'1,4 milliard d'euros que représentait l'URH, ce qui est important de comprendre, c'est que les 8 milliards d'euros correspondent à peu près à 20 000 emplois. Donc il faut étaler sur 4 ans, ça fait donc 5 000 emplois par an. Notre filière représente 105 000 emplois. Ça fait quelque temps que je dis qu'il faut aussi relativiser. Et malgré ce pourcentage relatif par rapport à l'ensemble de l'emploi régional, c'est hyper important en ce moment, car trop d'entreprises aujourd'hui connaissent des baisses importantes de carnets de commandes. Je quitte une réunion régionale à Amiens où ce constat a été fait, que les TPE aujourd'hui, les entreprises artisanales de la construction et des travaux publics, ont des carnets de commandes relativement garnis. Je ne referai pas l'article sur la prime Rénov'. On n'a pas encore les statistiques régionales du nombre de primes attribuées, mais ça a alimenté forcément les entreprises artisanales. Les particuliers, je pense que c'est lié aussi à la situation sanitaire, ont vécu davantage chez eux et ont lancé bien davantage de travaux que les années précédentes. Par contre, dans le milieu des TPE, il y a un trou. Et le trou commence à se faire sentir. Il y a eu, vous le savez, du retard dans les autorisations pendant, je vais dire, une douzaine de mois. Et aujourd'hui, le fait de signer un pacte aussi, qu'on n'a pas évoqué encore, mais un pacte avec la région, avec des bonnes pratiques, et puis avoir une identification aujourd'hui au niveau des Hauts-de-France et bientôt plus précise en ce qui concerne les territoires, va permettre de relancer, j'allais dire, notre machine. C'est un gros navire, la construction, et on a besoin de ces travaux assez rapidement. On a vraiment besoin du lancement des opérations. Et comment les entreprises peuvent accéder à ces marchés publics, des belles perspectives à venir, notamment les plus petites d'entre elles? Quelles sont les vraies d'entre elles, solutions? ce qui est important justement puisqu'il y a l'identification dans les territoires de ces opérations, il y a 70% des marchés qui sont des marchés de moins de 100 kg-euros. Comme la barrière a été remontée à ce niveau, ça permet aux TPE d'accéder avec des procédures simplifiées, des lancements, ça permet des démarrages beaucoup plus rapides par les collectivités. Et ça doit normalement favoriser, entre guillemets, l'emploi local, le développement la prise des marchés par les entreprises locales dans les petites collectivités. Ça permet aussi d'aller secouer un peu de temps à autre la collectivité en question pour qu'elle lance les marchés, car à fin janvier, seuls 10% des opérations identifiées étaient lancées. Alors sur l'emploi, vous venez de le dire, ça a quel impact sur l'emploi? À combien estimez-vous le besoin en recrutement? Les jeunes sont-ils faciles à trouver? Est-ce que l'apprentissage fonctionne? Quel est votre avis d'expert là-dessus? Alors,
Bon, je vous ai répondu sur l'artisanat, ça doit permettre d'embaucher plus facilement des apprentis. S'il y a du développement chez l'artisan, on sait que c'est par l'apprentissage que le développement de l'emploi se fait. Donc ça, on n'est pas inquiet là-dessus. L'intérêt, c'est de boucher les trous aussi sur les PME, hein, qui sont un peu en souffrance, en situation un peu tendue. Alors on sait bien qu'il y a des variables d'ajustement, hein, comme l'intérim. Bon, mais ça fera peut-être redémarrer aussi un petit peu d'intérim. Sur la rénovation énergétique, par exemple, il y a eu une étude menée par la cellule économique régionale de la construction sur le Cambrésis, qui a permis de montrer, selon le montant des chiffres d'affaires et les corps d'État intéressés à cette rénovation, quel était l'impact sur l'emploi. Alors c'est une première étude expérimentale qui a été faite, mais qui a priori se montre fiable. Aujourd'hui, on a 2 autres collectivités qui seraient intéressées. Je pense qu'il faudrait continuer à mener ce type d'études, voire généraliser, par exemple, sur l'ensemble du bassin minier, de la rénovation du bassin minier, pour avoir une mesure précise de l'impact sur l'emploi en faveur de ces entreprises et de nombreux demandeurs d'emploi de ce territoire. Parce que ce qui est important, c'est de créer les emplois là où il y en a besoin. C'est-à-dire parce qu'on peut créer des emplois, mais si on est obligé de faire venir, alors qu'on a en réalité toutes les formations à proximité et on a tous les acteurs de la formation qui sont prêts à développer ces actions, à mettre en place ces actions. En ce qui concerne l'apprentissage, écoutez, l'an passé a été une année très forte, puisqu'on est passé d'un peu plus de 4300 contrats à 4800. On a une progression de 10% sur l'apprentissage pour le bâtiment et les travaux publics sur les Hauts-de-France, ce qui est supérieur à la moyenne nationale. Sur l'apprentissage, on posera la question dans quelques instants à Pierre-Alain Lamant, qui est avec nous en duplex dans quelques instants. Monsieur Lamant, soyez le bienvenu. Dernière question pour vous. Beaucoup de ces appels d'offres ont des clauses d'insertion. C'est quoi vos recommandations pour une insertion réussie ? Une insertion réussie, ce n'est pas une insertion de 50 heures sur un chantier. Ça passe par la mutualisation des heures au sein de l'entreprise, au bénéfice d'un candidat recruté, de telle manière à pouvoir favoriser un parcours professionnel plus long que ce qui se faisait précédemment, voire d'aller sur des titres professionnels, par exemple. Mais ce qui est important, c'est la mutualisation des heures au sein de l'entreprise par candidat et que ça soit parfaitement identifié. Et aujourd'hui, on a les outils pour suivre ce type d'action qui, je le rappelle, par exemple, dans le pacte, a été élevé de 5 à 7%. Si on veut avoir des actions longues, il ne faut pas... Je sais que certains maîtres d'ouvrage souhaiteraient qu'on soit à 10 ou 12%, mais je pense que déjà le fait de passer à 7% en mutualisant, on aura de l'insertion durable dans les entreprises. Merci beaucoup, monsieur Frédéric Sels. Bonjour. On rappelle que vous êtes nouvelle DG du CD2E, accélérateur de la transition écologique dans les Hauts-de-France. Je voudrais vous faire commencer par la clause verte.fr qui a été évoquée il y a quelques instants, un outil très concret destiné aux acteurs publics pour les insérer des clauses vertes. En quelques mots, comment ça fonctionne ? Alors, la clausevette.fr, en fait, c'est un site internet sur lequel vous pouvez trouver à ce jour 129 clauses en fait, qui ont déjà été rédigées, travaillées avec les acteurs et qui vous permettent en fait, de rédiger, soit de trouver votre bonheur sur une clause en fait, que vous allez pouvoir mettre dans votre marché public si vous êtes une collectivité, ou alors vous nous contactez et nous travaillons avec vous sur la rédaction de cette clause. Parce que tout l'enjeu, c'est évidemment non pas forcément en fait, d'avoir immédiatement la clause, mais c'est aussi de pouvoir alimenter un système qui puisse servir à d'autres. Parce que la clause que nous allons créer dans un domaine ou dans un autre, elle pourra servir à une collectivité ou à une autre, à un autre moment. Voilà, donc la clausevert.fr, vous le trouvez en fait sur le net. Vous pouvez aussi contacter nos équipes puisque vous avez un mail qui nous permet, en fait, et c'est une clause nationale, le site est national, il n'est pas simplement Hauts-de-France, et nous accompagnons toute cette dynamique.
Alors, il y a des nouveaux marchés qui s'ouvrent à vous, qui s'ouvrent aux entreprises de la région, sauf que par-dessus tout ça, il y a la transition écologique. On travaille de nouveaux matériaux. Vous êtes notamment, Frédéric Sel, spécialiste du bois. Alors, ça paraît simple, sauf qu'on ne s'improvise pas constructeur bois comme ça. Alors, comment on fait matcher toutes ces affaires-là? Alors, si vous voulez, au CD2E, en fait, on travaille les écomatériaux, l'ensemble des écomatériaux, et notamment, en fait, alors, je pourrais parler du bois, mais je vais vous parler du béton de chanvre, en fait, sur lequel c'est un isolant qui permet, en fait, si vous voulez, d'avoir une haute densité et d'avoir surtout un déphasage très important. Et donc, le béton de chanvre, c'est un produit local, en fait, qui est créé localement, et tout l'intérêt, c'est de le faire prescrire. Donc, si vous voulez, la commande publique, à quoi ça doit servir? Ça doit servir à faire travailler les filières locales, et si on arrivait chaque année à faire 1500 logements en rénovation qui soient faits avec du béton de chanvre, on arrive à créer une industrie et une filière chanvre en fait sur le territoire. Donc si vous voulez, il y a vraiment une dimension vertueuse en fait de la dynamique dans laquelle nous nous inscrivons. Ça peut être aussi sur la paille, hein, je vous en avais parlé. Je vous avais dit que la paille, c'était un système dans lequel il fallait créer en fait une filière locale parce que, vous l'avez dit, je suis spécialiste du bois et pour travailler dans les anthrax du bois, il faut des ballots qui soient à la bonne taille. Et aujourd'hui, les ballots de paille, ils sont à une taille en fait qu'il faut retailler dans les entreprises. Donc il faut créer une filière en fait aussi sur la paille pour qu'on ait une industrie de la paille partout présente dans les Hauts-de-France, afin en fait que des clauses environnementales qui pourraient être mises en place par les collectivités puissent se traduire assez facilement pour les entreprises, parce que le but c'est pas simplement de dire faites-le, c'est de trouver la ressource locale facilement adaptée et que ce ne soit pas trop difficile dans la mise en œuvre pour pas que les entreprises perdent d'argent à travailler sur l'environnement. Il faut donc des commandes sur des produits éco et biosourcés. Oui, et puis ça créera de l'emploi en fait, hein, si vous voulez. Moi, je pense qu'il y a un effet extrêmement vertueux en fait de la commande publique, du travail sur les actions locales, parce que quand on travaille des produits biosourcés, on a souvent besoin de travailler l'industrialisation, alors au moins la préfabrication en fait dans des entrepôts ou des petites unités, des ateliers, et ça diminue en fait les difficultés des conditions de travail, et ça peut avoir un effet vertueux sur attirer des nouveaux profils dans ces métiers, dans ces nouveaux métiers qui sont en train de se créer pour avoir en fait moins de difficultés de recrutement. Donc travailler sur l'environnement, c'est aussi travailler sur les difficultés de recrutement, c'est travailler sur l'emploi, c'est la transformation des emplois locaux. Et je pense que l'État, les collectivités, nous on travaille avec pas mal de collectivités hein, qui demandent notre accompagnement en fait dans un certain nombre de dynamiques. On a travaillé aussi évidemment sur l'ERBM. C'est accompagner concrètement ces collectivités dans la mise en place de clauses vertes, mais c'est aussi les accompagner sur l'ensemble des points sur lesquels nous pouvons avoir une action, que ce soit le bâtiment, l'éco-conception ou aussi en fait les sédiments. Il y a vraiment une dynamique extrêmement forte sur ces questions-là. On va revenir sur l'apprentissage avec quelqu'un qui est avec nous en duplex, le directeur du centre de formation par l'apprentissage, Pierre-Alain Lamant, et on parle de l'Académie de Lille. Quelques chiffres pour commencer. 102 établissements scolaires sont réalisateurs d'apprentissage sur le Nord et le Pas-de-Calais. On se résume là aux deux départements 59 et 62. 5200 apprentis, pas moins de 437 formations du CAP au Bac+2. Pour répondre à François Délé, ça marche bien l'apprentissage, Pierre-Alain Lamant? Écoutez, l'apprentissage fonctionne très bien puisque sur la session 2019, nous étions à 83% de réussite, nous sommes à 89% de réussite, toutes filières confondues sur la session 2020. Et ce qui est surtout intéressant, c'est les taux d'insertion, puisque nous sommes passés de 85% à 88% d'insertion à 7 mois sur la session 2020. Effectivement, c'est une filière de la réussite. Nous sommes presque 9 points au-dessus des taux nationaux. L'apprentissage, une filière de la réussite. Un mot sur les métiers en tension. Alors, actuellement, effectivement, nous travaillons avec les acteurs locaux puisque nous sommes présents dans les SPEL, c'est-à-dire les services publics pour l'emploi local. Avec donc l'ensemble des acteurs locaux, nous regardons un petit peu tout ce qui se passe sur le terrain. Nous repérons les secteurs en tension et nous essayons d'apporter des réponses puisque là, nous sommes encore en train de retravailler sur la carte de formation pour la prochaine rentrée. Nous sommes actuellement à 107 formations supplémentaires qui s'ouvriront pour près de 800 apprentis supplémentaires pour la rentrée 2021. Alors les secteurs en tension, on les a repérés notamment sur la métropole lilloise, puisqu'il s'agit
bien évidemment du secteur du bâtiment, hein, où on a d'énormes besoins. On a également tout ce qui est métier de l'artisanat alimentaire. On a également tout ce qui est métier lié à l'autonomie et à la dépendance de la personne. Et enfin, et surtout, toutes les filières liées au numérique, puisque avec le travail en distanciel et l'enseignement à distance, on a besoin de plus en plus de personnes aguerries au numérique, au réseau, etc. Donc, nous développons beaucoup de formations dans ce cadre-là. Avec, on l'a compris, des nouvelles filières en septembre qui vont ouvrir pour répondre aux besoins. Vous êtes bien sûr de répondre aux besoins territoriaux? Bah écoutez, oui, puisque la réflexion se mène à la fois avec les acteurs locaux, les entreprises, bien évidemment. Ce sont nos personnels sur place, hein. Nous avons des personnes un petit peu partout sur l'académie, des développeurs de l'apprentissage, des coordonnateurs de l'apprentissage, et puis bien évidemment les établissements qui nous font remonter également les demandes qui arrivent directement de la part des entreprises. Tout ça remonte au niveau de l'académie. On regarde donc l'opportunité d'ouvrir sans trop se concurrencer sur le territoire. Et s'il y a effectivement une opportunité, nous ouvrons les formations pour répondre au mieux aux besoins des entreprises sur les territoires. Et dans votre écosystème, on n'oublie pas les services publics pour l'emploi. Tout à fait. Bien sûr, nous participons à l'ensemble des SPEL. Nous travaillons également donc avec la préfecture, avec les maisons pour l'emploi, avec les services de Pôle emploi pour pouvoir répondre aux formations. Alors, en plus des formations en apprentissage, nous avons également des formations de durée plus courte pour répondre à des besoins, tout ce qui est mention complémentaire, tout ce qui est titre professionnel. Ça permet également d'apporter une réponse un peu plus adaptée parfois à l'entreprise, sans être obligé de passer par un cursus relativement long et un diplôme. Merci beaucoup, monsieur. Une date à retenir pour terminer, la semaine du 19 avril, n'est-ce pas? Tout à fait. Nous avons donc la semaine de l'apprentissage qui est organisée par Pôle emploi et qui aura lieu donc du 19 au 23 avril avec un certain nombre de manifestations dans les agences locales de Pôle emploi qui, pour l'instant, sont tout à fait maintenues. J'ai encore eu la confirmation tout à l'heure, notamment sur le territoire de la Sambre-Avesnois. Et donc, rendez-vous du 19 au 23 avril pour promouvoir l'apprentissage en Nord-Pas-de-Calais et en Hauts-de-France. Les dates sont notées sur les agendas. Philippe Ourdin est avec nous cet après-midi. On va revenir dans quelques instants sur l'actu brûlante autour du canal Seine-Nord-Europe. Mais avant cela, Philippe Ourdin, quelques mots pour poser les choses et un constat sur tous ces sujets, signé du président de la CCI. Un constat, oui. Moi, je voudrais repartir sur Je voudrais repartir sur ce qu'a dit le président Vernier en démarrant, être des facilitateurs. Faciliter, c'est faciliter certes pour les acheteurs publics, mais c'est faciliter aussi pour les entreprises. Ça vient d'être dit, les entreprises ne sont pas forcément à l'aise avec des contraintes ou plutôt des responsabilités aussi importantes. On parle de transition énergétique ou écologique, on parle d'apprentissage, on parle de différentes contraintes administratives, c'est compliqué. Donc, nous, notre mission, c'est faciliter avec vous, avec les acheteurs publics, l'action des entreprises. Il faut que les entreprises qui pensent à la pérennité d'abord de leur existence, il faut que les entreprises puissent aborder les achats publics. Pour l'instant, beaucoup ne les abordent pas, par crainte simplement de la contrainte administrative, de la contrainte technique, de la contrainte commerciale qui n'est pas comme d'habitude. Et je pense que là, on a un gros travail à faire tous ensemble. J'entends parler de simplification depuis tout à l'heure. Oui, mais est-ce que les chefs d'entreprise qui nous écoutent ont une impression de simplification? J'en suis pas tout à fait certain. Donc, j'insiste quand même pour cette mission qui, à mon avis, est prioritaire de simplification, de faciliter la charge des acheteurs, des entreprises, parce que les entreprises vont avoir besoin de la commande publique. Parce que je vais parler du canal Seine-Nord, mais
on a une double chance. On a signé la semaine dernière, donc avec monsieur le préfet de région, monsieur le président du conseil régional, le directeur régional de Pôle emploi et le patron du canal Seine-Nord, Jérôme Dezobry, nous avons signé une charte Canal Entreprise. Canal Entreprise, c'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, de dossiers quand même qui vont être lancés. Ce n'est pas seulement du terrassement, c'est toutes sortes de dossiers. Donc là, on va travailler ensemble, on va simplifier les choses le plus possible pour que le maximum d'entreprises, tout le long du tracé du canal, puissent venir se présenter et tout en correspondant aux contraintes et aux responsabilités dont on parle depuis tout à l'heure, puissent venir. Et puis il y a le plan de relance. Je veux dire que le plan de relance, l'État se montre dans ses commandes publiques, dans ses achats publics absolument exemplaire, il faut bien le constater, mais ce n'est pas le cas de toutes les collectivités territoriales. Ce serait bien aussi que les collectivités territoriales prennent vraiment le mot aux dents, toutes, hein, et puissent faire venir les commandes parce que nous avons besoin, et ça a été dit avec une étude il y a quelques instants, nous avons besoin de toutes ces commandes. Donc je tiens à insister là-dessus parce que c'est vraiment très important. Alors, n'oubliez pas, mesdames, messieurs, de poser vos questions au moyen du chat. À l'issue, dans quelques instants de cette table ronde, on va pouvoir prendre une ou deux questions que vous aurez posées. Donc, sur le canal Seine-Nord-Europe, près de 4 milliards d'euros, vous l'avez dit. On note également 6 000 emplois, près de 6 000 emplois à la clé. 6 000 emplois en permanence. En on permanence. Parle pas après alors, le canal Seine-Nord. Vous avez dit, monsieur Jourdain, que c'était compliqué pour les entreprises. Ceci dit, la CCI que vous présidez propose un certain nombre d'actions concrètes. Ça peut paraître des petites choses par rapport aux très grands chiffres que vous venez d'annoncer. Néanmoins, c'est bien de souligner ce que vous mettez très concrètement en place, notamment des mises en réseau de l'information, ce que vous appelez les matinales. Expliquez-nous. Alors, avec les matinales qui sont des séances, si vous voulez, de mise en relation entre les acheteurs publics et les entreprises, avec CCI Business aussi, où chaque entreprise peut se présenter. Donc c'est un peu complémentaire à ce que présentait tout à l'heure la directrice de la DAE. Et il faut travailler ensemble, il ne faut pas chacun faire son site. Moi, je suis persuadé, comme on a fait dans la crise sanitaire, il faut travailler tous ensemble. Il faut faciliter la vie des gens qui sont sur le terrain, qui n'ont pas forcément la formation ou le temps de vraiment s'adapter aux difficultés administratives. Et puis oui, donc CCI Business. Et puis la formation. La formation, nous allons former énormément les entreprises justement à répondre aux appels d'offres avec une formation administrative, avec une formation comment se présenter, avec même une formation technique pour se présenter au mieux et répondre au mieux aux appels d'offres parce que ce sont des marchés considérables. Et tant il est vrai que ces entreprises ne sont pas évidemment staffées pour répondre à ces appels d'offres puisque c'est très technique. Voilà pour les 3 actions proposées par la CCI sur ce sujet. On va prendre des questions dans quelques instants, mais notre dernier intervenant est venu avec Simone cet après-midi. Bonjour Stéphane Meuric de Transalé. Simone est avec vous, expliquez-nous. Bonjour, oui, Transalé tout d'abord c'est un écosystème qui favorise l'émergence de jeunes J'allais le entreprises. dire, mais vous pouvez lancer sur Simone directement. Voilà, expliquez Transalé calmement, voilà. Allez-y. Donc un écosystème qui permet l'émergence de nouvelles solutions de mobilité innovantes et durables. Et donc parmi ces activités, permettre à des jeunes créateurs, des startups de développer leurs innovations aussi bien en termes de produits et en termes de services. Donc pour vous faire une illustration, Simone, c'est le nom qui a été donné à cette trottinette pliante qui a été primée il y a 2 ans au niveau national comme étant la trottinette la plus compacte au monde. Et donc on a 2 porteurs de projets qui aujourd'hui sont en train de développer cette entreprise autour des trottinettes Simone. Qui se déplie, on ne va pas le faire là, mais qui se déplie en 15 secondes. En 15 secondes, voilà. Donc c'est un super projet que vous soutenez depuis Transalé du côté de Valenciennes. Ça, c'est bien beau, sauf que d'un côté, il y a start-up, de l'autre côté, des marchés publics. Et pour faire se rencontrer les deux, ce n'est pas facile.
Oui, je vais vous apporter le témoignage de ces porteurs de projets. Et il y en a une dizaine d'autres sur Transalais. C'est une des problématiques des startups, c'est l'accès au marché, qu'il soit privé ou public. Mais bien évidemment, sur des solutions de mobilité, beaucoup de ces jeunes startups s'adressent à des collectivités, à des administrations, et sont convaincus qu'ils apportent des solutions de mobilité décarbonées, innovantes. Et donc, on constate qu'elles passent énormément de temps à qualifier des interlocuteurs, à démontrer le caractère innovant, à trouver les bons guichets d'information. Pour la plupart, il y a un intérêt qui est marqué par les collectivités ou les administrations, les acheteurs publics. Mais qui leur disent, qui disent à la start-up, donnez-moi 100 exemplaires d'un coup, la start-up n'a pas les moyens de les produire, et la collectivité voudrait 100 exemplaires Voilà. gratuitement. Donc, comment on fait matcher les deux? Voilà. C'est ça là qui est important. C'est un des sujets importants. Donc, j'accueille avec aussi le fait d'avoir une plateforme, un guichet qui permette à ces jeunes entreprises de promouvoir leurs produits ou leurs services innovants au contact d'acheteurs publics. Parce que là, si on se projette sur un marché qui devrait être lancé en lien avec la trottinette Simone, on n'est pas sur l'achat d'un produit. L'acheteur ne va pas formuler en disant je veux une trottinette compacte et autres. Je veux surtout une solution du dernier kilomètre pour un certain nombre d'usages. Donc c'est important de créer ce lien permanent entre acheteurs et offreurs de solutions innovantes. Et c'est vrai que le point important, c'est la jeune entreprise qui aujourd'hui n'a peut-être pas complètement finalisé l'industrialisation de son produit, ne va pas être en capacité en quelques semaines, en quelques mois de produire 1000, 2000, 10 000 exemplaires. Donc va s'adresser plutôt aura une capacité de réponse pour fournir 10, 20, 30 prototypes ou premières séries. Et on considère que c'est un point important de déblocage de cette situation-là, d'imaginer des contrats peut-être de 6 mois, d'un an, sur un périmètre plus restreint, qui va permettre d'une part à l'acheteur public de vérifier la pertinence du produit ou de la solution, et permettre aussi à la jeune entreprise de commencer à construire l'industrialisation plus grande échelle de son produit. Et ça me paraît intéressant comme dispositif. C'est ce que pratiquent un certain nombre de grands groupes dans des logiques un peu d'open innovation. Ce que vous appelez l'open innovation. Open innovation, s'inspirer des grands groupes. C'est-à-dire des grands groupes qui sont sur des phases de recherche de produits ou de services innovants et qui vont sourcer quelques jeunes entreprises et qui, après sélection, vont pouvoir être testés justement sur des contrats courts de tests ou d'expérimentation. Donc c'est quelque part aussi un partage de risque entre l'acheteur et la start-up, et ça va permettre sur une période courte d'un an de vérifier la solidité de la start-up, la pertinence de la solution, et après permettre éventuellement des contrats de plus grande échelle. Voilà. Donc c'est un des points qui pourrait me paraître intéressant dans cette logique de réflexion sur la commande publique. Et je verrais l'intérêt également, c'est que l'importance d'un premier contrat d'une collectivité ou d'un acheteur public, pour la start-up, c'est important. Ça vient conforter aussi sa crédibilité, ça peut faire venir des nouveaux investisseurs et ça lui donne le temps de préparer l'industrialisation. Et ce qu'on souhaite à travers ces projets-là aussi, c'est qu'il y ait une approche régionale du Made in Hauts-de-France, c'est-à-dire de la conception du produit ou du service jusqu'à l'industrialisation grande série, c'est d'embarquer toute une filière de sous-traitance. Alors sur les start-up, il y a un projet en cours, Adopt, on voit le logo défiler derrière nous, Adopt une start-up, un groupe de travail innovation, oui. Un mot là-dessus? Oui, permet justement de rapprocher. Oui, c'est une initiative régionale avec l'agence HDFID, Adopte une start-up, qui permet à des jeunes entreprises de faire connaître leur savoir-faire, produits et services, justement vis-à-vis des acheteurs publics. Donc c'est une bonne dynamique qu'il faut encore poursuivre. Une belle dynamique qu'il faut encore poursuivre sur ces sujets de la mobilité qui vous sont chers. Stéphane, on va regarder ensemble une vidéo. On va aller du côté de Poix, de Picardie. Et on va regarder ensemble la création d'une plateforme de transport. Donc un projet autour de la mobilité et de l'accessibilité en zone rurale. C'est parti, la vidéo.
Notre communauté de communes est une communauté de communes rurale. Et en milieu rural, le problème essentiel que nous rencontrons est celui de la mobilité. Il nous a donc fallu réfléchir à comment prendre en charge cette compétence de mobilité et nous avons pu le faire grâce à l'accord du Conseil général en 2011 d'être un opérateur de transport scolaire que nous avons ouvert ensuite en transport à la demande à la population. Offrir à la population un service de proximité et de mobilité. C'est pour ça que nous avons conçu cette plateforme de mobilité avec les 50 cars de transport scolaire et les 6 moyens de transport à la demande, véhicules plus petits qui permettent de nous déplacer au sein de notre com. Cette plateforme de mobilité, elle devait être dimensionnée en conséquence et c'est pour ça que nous avons investi dans la construction du bâtiment qui se trouve à mes côtés. Notre rôle dans ce projet a été de réaliser un bâtiment donc, en charpente métallique dans les temps impartis et avec une charte économique à respecter. Et la collaboration avec la CC2SO s'est très bien passée avec une maîtrise d'œuvre à la hauteur. Assez vite, nous avons été rassurés quand nous avons pu lancer les travaux de cette plateforme de mobilité et avec une bonne collaboration avec les entreprises, nous avons rencontré certes quelques difficultés, mais aucun doute quant à la réalisation finale. C'est toujours une satisfaction collective. C'est celle d'être en tant qu'élu et en tant qu'en charge d'une com, en capacité de répondre à ce que la population qui nous fait confiance a demandé. Sur ce projet, notre plus grande satisfaction a été de servir la population locale, de réaliser un bâtiment à la hauteur du projet. Ma plus grande fierté est déjà de travailler localement et de faire travailler des salariés qui sont locaux également, hein, en espérant en faire de plus en plus localement. Grâce à la commande publique mise en place, nous avons pu réaliser ce qu'on attendait et on a surtout pu contribuer au développement économique. Aujourd'hui, passer des marchés, c'est faire travailler les entreprises. Et ça, c'est important. Voilà pour cette vidéo. Comme il y a un mot de la fin dans la vidéo, il y a un mot de la fin également sur ce plateau. Si madame, messieurs voulaient intervenir sous forme de punchline, de choses qui galvanisent celles et ceux qui nous écoutent. Allez-y, Frédéric Sells. Eh bien, écoutez, moi je voulais dire que la transition écologique, c'est pour tout le monde, c'est pour toutes les collectivités. On accompagne Amiens Métropole, on accompagne la MEL, mais on accompagne aussi la ville de Fourmies. Donc c'est pour dire que si vous voulez vous y mettre, en fait, on est à vos côtés pour engager la transition énergétique dans la dynamique. Et puis pour les entreprises, on fait aussi des programmes de formation sur toutes les thématiques que j'ai pu évoquer. Voilà, merci. Merci beaucoup, Frédéric. Moi, c'est un message d'alerte que je lance sur la rareté aujourd'hui de certains matériaux, la pénurie et les hausses extraordinaires que l'on peut connaître de matières premières, de l'ordre de 40%, voire plus, sur le bois, le métal, l'aluminium, le cuivre, les dérivés du pétrole. J'alerte les donneurs d'ordre, car ne soyez pas étonnés si les entreprises cherchent à faire jouer les clauses d'incidents exceptionnels, les clauses qui peuvent être mises en action dans ce cadre-là et qui permettent de réactualiser, de réviser, voire de réactualiser les marchés. Faute de le faire, vous verrez vos prestataires disparaître, hélas. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin sur ce plateau. Merci à tous les quatre, merci à Monsieur Lamant qui était en duplex avec nous aujourd'hui. On va enchaîner sur un deuxième plateau. Alors on ne va pas prendre des questions tout de suite, on va peut-être les regrouper en toute fin d'émission. Évidemment, s'il y a beaucoup de questions, on en traitera symboliquement une ou deux, mais en tout cas, les organisateurs de cet événement, Amélia et Benoît, s'engagent à répondre dans les jours qui viennent aux questions qui auront été posées. Donc, toutes symboliquement, en fin d'émission, une ou deux questions qui sont posées dans le
le chat. Mais là, on va enchaîner tout de suite sur ce deuxième plateau. On garde la même dynamique. On va faire une entrée non pas sur la filière emploi, la formation et l'apprentissage, mais se focaliser davantage sur des réussites dans les territoires et comment les acteurs créent ensemble de la valeur, donc la création de valeur sur le territoire avec en filigrane la dynamique REV 3, hein, vous le savez, autrement dit la troisième révolution industrielle dans les Hauts-de-France. Cette dynamique REV 3, c'est le pilier de la relance en Hauts-de-France pour affronter collectivement les défis économiques, écologiques et sociaux. Nos 5 invités sont là. Gaëtane Bernard, Laurent Rigaud, Sylvain Dursan, Emmanuel Bertin et Michael Hirault. Les voilà. Voilà, ils s'installent sur ce plateau. On va saluer notre première invitée qui est en duplex. Bonjour Gaëtane Bernard, vous êtes directrice des opérations de Pôle emploi. On vous écoutera dans quelques instants. Laurent Rigaud est avec nous, vous êtes président de la Chambre des métiers de l'artisanat, la CMA de la région Hauts-de-France. Sylvain Dursan, bonjour, vous êtes responsable du pôle développement économique de l'IRIAE Hauts-de-France, Réseau IAE. Emmanuel Bertin, directeur du CERD, est avec nous cet après-midi. Et puis, Frédéric Selz a presque fait la transition entre les deux plateaux. Le maire de Fourmies est avec nous. Il est maire de Fourmies, président de la communauté de communes Sud-Avesnois, conseiller départemental et démonstrateur F3. On va commencer avec vous, Michael Hirault. Le cœur de REV 3 bat à Fourmies, vous le savez. Un objectif ambitieux, c'est assigner cette commune 100% d'énergie renouvelable et 60% de consommation énergétique en moins d'ici 2050. Vous avez inclus une clause dans les cahiers des charges de vos marchés publics qui stipule que les opérateurs doivent recevoir une formation sur les nouvelles exigences écologiques. Et pour bien comprendre cela, on va prendre l'exemple phare de votre commune de Fourmies, l'exemple de l'école Louis Aragon. Une formation théorique pour 9 corps de métier, l'électricité, la menuiserie en passant par l'ossature bois et les panneaux solaires, et puis une formation pratique très originale au sein d'un parcours global, entre la formation théorique et la formation pratique, au sein d'un parcours global que vous appelez FIT, la formation intégrée au travail. Racontez-nous. Oui, bonjour à tous. Oui, vous rappeliez donc le chantier de l'école. C'est un double chantier puisqu'il y avait une réhabilitation de l'école Aragon et la construction neuve de l'école Mendes France. Ce sont deux chantiers qui se trouvaient les uns à côté des autres, dans lesquels nous avons utilisé l'ossature bois, donc d'essence locale, des matériaux biosourcés. Ce sont des bâtiments passifs et même producteurs d'énergie, avec de la production photovoltaïque réinjectée totalement dans le réseau. Et nous avons testé la formation intégrée au travail sur ces chantiers. Donc c'est une formation qui se déroule, donc c'est théorique et pratique, qui se déroule au sein même du chantier, réhabilitation ou construction neuve. Et c'est pour tout corps de métier, et c'est sur 3 thèmes, l'étanchéité à l'air, l'isolation et la ventilation. Voilà pour le beau projet, le descriptif du beau projet. Alors, qui travaille ensemble sur ces affaires-là? Comment ça fonctionne? Alors, en dehors des entreprises du bâtiment qui sont présentes sur le site, il y a la Maison de l'Emploi qui est représentée sur notre territoire par Réussir Ensemble Avesnois. Il y a le CD2E et il y a aussi Construstis Hauts-de-France. Alors, voilà pour les acteurs, l'écosystème. Alors ça, c'est un bel exemple. La presse en est fait l'écho depuis février 2020, je crois. Un conseil pour celles et ceux qui nous écoutent, on l'a dit tout à l'heure, il y a des mairies et des collectivités qui nous écoutent. Quels sont vos conseils pour que tout cela fonctionne partout, si tant est que ça puisse fonctionner partout? Déjà, il faut une véritable volonté politique, ça c'est certain. Il faut des partenaires efficaces, comme ceux que j'ai cités précédemment. Il faut l'anticipation aussi. Il faut absolument que la formation intégrée au travail soit déjà précisée dès l'établissement du cahier des charges de la maîtrise d'œuvre. Ça, c'est une certitude. Il faut bien évidemment des entreprises motivées, un appui logistique local et une bonne communication justement pour motiver les entreprises qui seraient les plus, en tout cas, récalcitrantes. Et c'est ça que vous appelez ce qu'on appelle la création de valeur sur le territoire. C'est tous ces acteurs que vous venez de citer qui travaillent main dans la main. C'est tout à fait ça et je peux vous dire que c'était une réussite. On a eu des performances qui allaient au-delà des objectifs sur ce projet-là.
Résultat, nous l'avons de nouveau intégré sur un nouveau projet, une réhabilitation d'une friche commerciale en centre-ville pour devenir un tiers-lieu. Les travaux ont débuté aujourd'hui même, et donc il y aura aussi la formation intégrée au travail. Voilà pour la formation intégrée au travail. On est à Fourmies, dans le sud-est du département du Nord. À 8 km de là, il y a la ville de Trélon, où on a vu le développement d'un projet de restaurant scolaire. Et on va regarder comment cela se passe en vidéo de Fourmies à Trélon. Il n'y a qu'un pas. C'est parti, la vidéo. La volonté du conseil municipal était de construire un restaurant scolaire accolé à l'école en utilisant principalement du bois local. Alors les enjeux de ce projet étaient de faire manger les élèves dans un cadre agréable et de booster la filière bois locale. La collaboration entre l'architecte, le cabinet bois et ensuite l'appel d'offres nous a amené à justement travailler en circuit court. La collaboration s'est très bien passée. Donc à la suite d'avoir remporté l'appel d'offres, nous avons tenu à cœur en tant que constructeur bois de réaliser cette cantine scolaire avec cœur et conviction afin qu'elle soit remarquable et qu'elle satisfasse notre client, la mairie de Trélon. Mon rôle a été de sécuriser l'approvisionnement en bois pour les constructeurs au travers de cette plateforme qui a été créée par la filière bois, Fibois Hauts-de-France. Nous avons eu des moments de doute sur le financement, mais grâce à la région, nous avons pu avoir la différence sur l'utilisation du bois local. Alors nous qui sommes constructeurs bois et qui construisons essentiellement à base d'épicéa, nous avions des incertitudes sur l'approvisionnement de peupliers puisque la cantine scolaire ici est construite en base peuplier des Hauts-de-France. Notre plus grande satisfaction, c'est d'avoir un projet pilote, puisque depuis l'ouverture de ce restaurant, nous n'arrêtons pas les visites, que ce soit des écoles d'architecture, d'associations d'élus. Et ça, pour nous, c'est une grande satisfaction. Je dis, allez-y, n'hésitez pas, ce qui permettra de développer une filière dans notre région. Voilà, bien sûr qu'on a des doutes, l'important c'est de les surmonter. On est avec Emmanuel Bertin du CERD. Pour vous, Emmanuel Bertin, ce qui fait la valeur sur un territoire, cette valeur, elle n'est pas que matérielle. Hein. Expliquez-nous cette nuance que vous voulez nous faire part cet après-midi. Pardon. Oui, je vais répondre à votre question, mais au préalable, je voudrais rebondir sur l'expression que prenait M. Ourdin à la table ronde précédente sur le fait qu'il fallait prendre le mors aux dents. Effectivement, ça c'est un élément qui me semble essentiel parce que donc, le CERD est porteur de l'Observatoire Climat-Énergie. Et que nous dit cet observatoire? Il nous dit que depuis 1955, on a une hausse de température en moyenne de 2 degrés en région Hauts-de-France. On a un développement des gaz à effet de serre de plus de 7% depuis 2013, ce qui montre que nous ne sommes pas du tout dans la bonne trajectoire en réalité. Nous ne sommes pas du tout dans la même trajectoire et donc du coup il y a un certain nombre de marqueurs de la transition qu'il faut savoir prendre en charge. Un des marqueurs, c'est la question de la sobriété et je pense que c'est un élément, c'est un terme qu'on utilisait du bout des lèvres il y a quelques années mais qui est aujourd'hui bien plus présent. Et il me semble que lorsqu'on parle de commande publique, il y a cette question de sobriété, malgré tout, qu'il faut savoir se poser. Et comment on l'intègre dans la commande publique, cette sobriété, alors? Eh bien, je pense qu'une des réponses, c'est la coopération, c'est la manière de travailler, de se poser la question de qu'est-ce qui fait valeur sur mon territoire. C'est une question qui est importante, qui est, à mon avis, pas suffisamment mise en débat. Je pense qu'aujourd'hui, un des enseignements de la crise que l'on vit, c'est justement de se poser ces questions de valeur. Voilà, par exemple, aujourd'hui, dans mon rayon de 10 km,
Si j'ai un espace naturel, ça a beaucoup de valeur finalement en ce moment. Et un autre territoire qui n'aurait pas cet espace naturel, voilà, il dispose de moins de valeur. C'est pareil pour des entreprises qui aujourd'hui sont réticentes sur le télétravail, par exemple. C'est un peu embêtant pour les salariés de ne pas pouvoir bénéficier du télétravail. Et donc là, on voit qu'il y a une valeur, qui est la question de la confiance, qui n'est pas forcément présente partout. Donc on voit bien qu'il y a des valeurs qui sont immatérielles, qui sont utiles aujourd'hui, et c'est une question centrale qui doit pouvoir se poser. La connaissance est une valeur également. La connaissance est une valeur. En fait, un des enjeux, l'enjeu, c'est de pouvoir découpler croissance économique et valeur matérielle. Parce qu'on connaît tous la difficulté que nous avons aujourd'hui sur la finitude des ressources. Et aujourd'hui, par exemple, le numérique se déploie grandement, mais on sait qu'on a une finitude des ressources sur les métaux rares, par exemple. Et donc l'idée, c'est de réfléchir à ce changement de modèle économique. C'est un des autres marqueurs des transitions, c'est de réfléchir au changement de modèle économique. L'économie circulaire, c'est un modèle, mais on a d'autres modèles aussi, l'économie de la fonctionnalité, par exemple. Et donc d'essayer de développer des modèles qui s'appuient sur des valeurs immatérielles qui sont pour le coup infinies. Alors qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui nous écoutent, qui vont nous dire eh bien gentil, l'animateur, il pose la question sur la valeur immatérielle. Moi, j'ai une boîte à faire tourner, il y a des millions d'euros, des milliards d'euros, des marchés, etc. Et donc, n'est-ce pas un peu philosophique tout ça ? Alors effectivement, ça rejoint la question de la facilité. Alors c'est sûr qu'il faut faciliter ce travail, mais en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas simple. En fait, la crise est systémique. Et souvent en face, on y met des actions, des propositions qui sont, elles, monothématiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un décalage de force, de puissance qui existe. Et donc l'idée, c'est de réussir à mener des actions, des projets qui puissent prendre en charge une variété d'enjeux. Et donc ça existe aujourd'hui. On a des entreprises qui prennent en charge ce type de choses. Je citerai par exemple l'entreprise de Flexink, qui est sur le territoire du Boulonnais et qui est une imprimerie, et qui a profondément changé son modèle économique. C'était un modèle économique qui était basé sur le volume. Une imprimerie, ça a intérêt à vendre un maximum de volume, donc vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. Et une imprimerie, ça a intérêt à vendre rapidement, à proposer un service rapide. Et donc vous imaginez aussi l'impact que ça peut avoir d'un point de vue managérial au sein d'une entreprise. Et donc cette entreprise s'est posé la question de la valeur qui était proposée. Est-ce que c'est ça que je dois proposer comme valeur? Et donc il a cheminé en coopération, pas tout seul. C'est en cela où faciliter la vie des entreprises, je dirais que c'est de travailler en coopération, de travailler ensemble, de créer des endroits de rencontres improbables et de faire que du coup, chacun puisse cheminer dans ses propositions. Aujourd'hui, Flexink, cette entreprise, vous tapez Flexink sur Google ou sur un autre moteur de recherche, vous allez trouver, propose un autre modèle économique qui fonctionne et qui s'appuie sur des valeurs immatérielles. Leur création de valeur, c'est du conseil, c'est ça, la valeur est basée sur le conseil et l'accompagnement, plutôt que de vendre du papier avec de l'encre dessus, c'est ça? Alors, il y a une dimension servicielle, effectivement, qui est plus large que la question du conseil. Difficile de rentrer pour moi dans le détail de ce modèle économique. D'ailleurs, il y a une forme de secret de fabrication, parce que c'est un milieu très concurrentiel, de fait. Mais effectivement, ça mixe un certain nombre de choses, dont notamment la confiance entre l'imprimeur et son client, et qui acceptent ensemble de partager les risques, en fait, les risques sur une commande. On va parler d'insertion par l'activité économique avec vous, Sylvain Dursan. Vous fédérez des structures qui emploient pendant 2 ans des personnes en difficulté. Ces personnes sont salariées et bénéficient d'un accompagnement pour régler tous leurs problèmes périphériques. Vous faites travailler, je crois, entre 30 000 et 40 000 personnes par an. L'objectif est évidemment de faciliter l'insertion de ces personnes en leur proposant un contrat de travail et un accompagnement spécifique. Vous êtes donc le trait d'union entre ce monde économique qui bouge à 200 à l'heure et le public spécifique que vous recevez. Comment faites-vous les connexions entre tout ça? En tout cas, ça doit fonctionner. Allô? Le micro de cours fonctionne très bien. Oui, j'entends, merci. En tout cas, félicitations pour la définition de l'IAE, Yann, vous me l'avez bien expliqué. Merci beaucoup. Effectivement, on est entre deux là, cet après-midi, les structures d'insertion par l'activité économique, entre l'achat public et le monde de l'entreprise. Et on vient là, je souhaiterais parler effectivement
au nom des 460 structures des Hauts-de-France, des publics du territoire qui sont en difficulté d'insertion socio-professionnelle, et il ne faut pas les oublier. Alors, je vais faire comme Madame Ledoux tout à l'heure. J'ai ramené le... Alors, l'idée n'est pas de vous le présenter, hein, rassurez-vous, mais notre feuille de route, qui est le pacte d'ambition des structures d'insertion pour l'activité économique pour les 2 ans à venir, qui repose hein, notamment sur au moins... 2 thématiques aujourd'hui, c'est recruter davantage de publics en insertion, de passer au niveau national de 140 000 à 240 000 sur les 2 prochaines années, et d'aider, alors notamment par les services de l'État, hein, d'aider les structures d'insertion à se développer et si possible sur des thématiques qui sont abordées aujourd'hui autour de la transition écologique, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, parmi, dans le pacte d'ambition, donc donner des moyens supplémentaires à des structures d'insertion qui accompagnent les publics les plus défavorisés, c'est en contrepartie, bien entendu, travailler davantage sur le partenariat avec l'entreprise pour assurer pour nos publics en insertion des sorties, en tout cas un emploi durable et de qualité. Et on sait que cet emploi durable et de qualité, il est aujourd'hui dans l'entreprise. Et on a trop souvent opposé d'un côté l'entreprise, alors je vais faire un résumé, une caricature, mais entreprise du grand capital, et de l'autre côté l'insertion, les structures d'insertion subventionnées par les services de l'État. On a trop souvent cherché à opposer nos deux modèles, alors qu'ils sont complètement complémentaires, et notamment sur l'enjeu commun qui est l'emploi, et on en a parlé, et j'ai envie de dire les compétences. Et qu'on a déjà des structures engagées dans ce modèle inclusif, hein, et donc je voulais les saluer, et des structures d'insertion par l'activité économique également ont engagé également du partenariat avec les entreprises. Donc l'idée, effectivement, les structures d'insertion travaillent sur le projet professionnel, peuvent mettre en place des formations adaptées par rapport au public qu'on reçoit. Mais alors je rejoins, hein, tout à l'heure on parlait de l'ERBM, on parle du Canal Seine-Nord, on parle de projets structurants, visibles pour le coup. Et l'idée c'est d'apporter cette visibilité à nos structures d'insertion, aux directeurs, aux permanents, aux salariés qui accompagnent ces salariés en insertion, enfin en tout cas aux permanents qui accompagnent les salariés en insertion, en disant bah voilà, dans un an, dans 2 ans, va se développer, en tout cas, il va y avoir sur ce territoire un certain nombre de projets dits structurants qui vont générer de la main-d'œuvre, et donc de travailler davantage avec les branches professionnelles. Alors, il y a 1 an et demi avant la crise sanitaire, il se trouve qu'on était à Lens avec le CD2E, avec le GEC BTP, avec le CD62, avec les structures d'insertion par le... Et on se parlait en disant, bon, maintenant, comment on fait pour travailler ensemble? Bon, alors tout a été un peu mis à mal par le confinement, mais on reviendra vers l'AFFB, j'espère, sur le RBM pour travailler sur ces questions de compétences. On a travaillé l'année dernière très modestement, mais c'est du cousu humain avec les entreprises de travaux publics sur la métropole européenne de Lille, qui doivent réaliser des heures d'insertion sur la métropole en lien avec les facilitateurs, en lien avec le GEC ProTP, et donc de faire cette liaison entre les salariés en insertion, les projets du territoire, les recrutements en lien, et donc de sensibiliser nos permanents, de sensibiliser ensuite les salariés en insertion, de les faire rencontrer avec des vrais professionnels. Et moi, c'était frappant, cette réunion à la FRTP, où des salariés d'entreprises de travaux publics étaient là et parlaient de leur parcours en disant bah, « moi, j'ai démarré à 18 ans, je n'avais pas de qualification, je poussais la brouette, et puis tout doucement, bah, je suis devenu aujourd'hui responsable de chantier. » Et quand vous avez comme ça des témoignages très concrets, hein, de salariés d'entreprises qui parlent auprès des salariés en insertion, bah, ça fait tilt, et ça donne effectivement voilà, des envies, de la motivation, et on travaille donc des choses très simples, hein, voilà, de sensibilisation, d'accueil. Et j'en finis là, hein, sur l'entreprise. On a sous la bannière de la France une chance, des actions. Enfin voilà, on souhaite. C'est pas nous qui portons, hein, ce sont les entreprises qui portent ce blason de la France une chance, où des entreprises s'engagent à faire de l'inclusion. Et sur des thématiques très simples. On parlait de facilité tout à l'heure. Voilà, moi je souhaite m'engager à mettre à disposition un de mes compagnons pour faire du tutorat. Je souhaite accueillir des salariés en insertion en stage pour pouvoir valider leur professionnel. Et puis après, je souhaite effectivement recruter des compétences. Et donc, voilà, de faire ce lien. Donc, moi, j'invite les entreprises qui sont présentes à se renseigner, à aller sur Internet et d'aller sur Un France Une Chance pour
en tout cas s'engager dans l'inclusion. Racontez-nous cet exemple très concret en cours avec la Fédération française du bâtiment sur les déchets de bâtiments, justement. Alors, on a rencontré effectivement la FFB, le monsieur transition écologique de la FFB Amiens début janvier, parce qu'on sait qu'il y a une contrainte, alors une contrainte positive, j'ai envie de dire, hein, en lien avec la transition écologique, de cette gestion de ces gestions de déchets. Tout ce qui est transition écologique, économie circulaire, ça fait partie de l'ADN de l'insertion par l'activité économique. Je cite Envie, le groupe Envie sur la question de l'électroménager. Je cite le Relais sur la question du textile, et qui a fait partie aussi des isolants qu'on peut mettre à disposition des maisons. Donc voilà, ça fait partie de l'ADN de l'IAE. Et on a donc cette illustration aujourd'hui de transition écologique où il y a une contrainte réglementaire d'un côté, et puis un engagement. Enfin, on essaie de travailler sur ça, hein, c'est en balbutiement et on espère concrétiser ça ces prochains, en tout cas cette année. Un engagement des structures d'insertion qui pourrait être une solution pour les entreprises qui ont cette contrainte. Alors, je sais que la FFB travaille notamment sur un référencement. Coucou, je suis sur Amiens, je veux me débarrasser de mon bois, je veux me débarrasser de mes briques, je veux me débarrasser de mes machins, comment je fais? Et nous, l'idée, c'est au lieu de démolir bêtement, on va trier, c'est ça? Et que le déchet devienne une ressource, et notamment pour les structures d'insertion par l'activité économique. Donc, une solution pour les entreprises, de l'activité pour les structures d'insertion, de l'activité pour les publics les plus défavorisés, rentrer dans le monde de l'économie circulaire. Et je vous invite aussi, alors je suis désolé, il y a 460 structures, mais d'aller sur le site Boîte de Main du côté de Soissons, qui fait de la récupération de bois, et aller voir un peu ce qu'elle fait aujourd'hui et avec ses salariés en insertion par rapport à du bois récupéré. C'est un exemple très précis de ce qu'on pourrait mettre en place, et on aura l'occasion, j'espère, d'organiser des temps de rencontre entre structures d'insertion et entreprises du bâtiment, alors quand la crise le permettra. Au lieu de démolir bêtement, on va trier, on l'a bien compris. Et donc, vous me dites que les structures de l'insertion vont vous accompagner sur ce sujet de l'insertion. Regardez, on a un bel exemple à vous montrer en vidéo du côté de la communauté d'agglomération de Chauny-Ternier. L'affaire, nous sommes dans l'Aisne. Voici ce projet autour de l'assainissement et l'innovation. Et on y parle imposition d'heures d'insertion. Regardez. Nous avons repris le CIVOM de Chauny-Ternier d'affaires depuis 2020, et dans les projets qu'il y avait les problèmes des inondations avec des techniques innovantes de l'entreprise TPA, qui est quand même une entreprise locale de l'Aisne. Et donc il était important de reprendre ce dossier-là pour régler certains problèmes, dont les inondations. La collectivité locale nous a permis, au travers du marché à bon de commande, de mettre en avant nos spécificités techniques, au travers notamment de conduite stockante, et également de recyclage de matériaux que nous recyclons dans les collectivités locales, à proximité, que nous remettons en œuvre sur les chantiers. La collaboration s'est très bien passée. Dès l'obtention de l'appel d'offres, nous avons pu mettre nos meilleures équipes pour travailler sur le secteur. Dans le cadre d'un marché à bon de commande, ce qui nous permet d'avoir une vision à long terme pour l'emploi et ainsi prendre du personnel en insertion pour le recruter durablement au sein de l'entreprise. Le moment de doute a été au moment de l'appel d'offres. Serions-nous capables de relever le challenge et avoir la satisfaction du client? Ça fait partie vraiment de nos projets internes de dire on remet des gens dans la réinsertion, et aussi on avait un volet où on avait des marchés à bon de commande, ce qui a permis de traverser la période de Covid qui n'est malheureusement pas finie, mais qui a permis de continuer l'emploi. Et pour nous, c'est toujours important de préserver l'emploi sur notre collectivité. Pour moi, le mot de la fin, c'est préserver la commande publique qui entraîne la garantie de l'emploi et de la réinsertion des personnes de notre secteur. Et pour moi, c'est très important.
Voilà pour cette belle initiative. Le président de la CMA est avec nous cet après-midi. Vous, Laurent Rigaud, vous dites ne squeezez pas les artisans dans ces affaires de commande publique. Expliquez-nous. Oui, bonjour. Alors d'abord, peut-être rappeler ce que c'est que la Chambre de métier. C'est 40 antennes, 21 centres de formation, 220 élus et représentants de l'artisanat, 1200 collaborateurs. En gros, à moins de 30 minutes d'un artisan ou d'une entreprise artisanale, il y a un point de contact de la Chambre de métier. Clairement, nous, à la Chambre de métier, on souhaite que nos artisans puissent répondre plus au marché public, puissent y accéder plus. Et quand on a dit ça, il faut qu'ils puissent en remporter plus et y remporter, bien sûr, la plus-value de ce travail. Qu'est-ce qu'on a fait à la Chambre de métier? On a créé Artimarché dans notre offre de service, qui est une plateforme qui centralise les marchés publics et puis qui fait le lien avec les 2500 entreprises qui sont inscrites sur Artimarché. On les accompagne, on les forme à répondre à ces marchés, 20 à 30% de réussite, trop peu. Vous savez, dans nos entreprises artisanales, il n'y a pas de directeur financier, il n'y a pas de directeur RH, il y a encore moins d'équipe qui répond au marché public. C'est le chef d'entreprise qui fait avec sa secrétaire ou avec quelqu'un de son équipe et qui répond à ces marchés. Vous comprenez, quand j'ai dit ça, c'est que c'est très, très compliqué. Mais il est possible de faire évoluer les choses. D'abord, en faisant ce que fait la Chambre de métier, accompagner, démystifier, faciliter, former, ça on le fait. Si vous me permettez de vous donner un exemple. On est sur le littoral, il y a un marché public, un peu moins de 250 000 €. On a 2 entreprises qui répondent. Une très grosse, qui a l'habitude de répondre sur des dizaines de millions d'euros, et on a un regroupement d'artisans, ils ne sont pas plus d'une dizaine, ils répondent à ce marché public. Techniquement, les deux sont excellents. La grosse entreprise, j'ai rien contre les grosses entreprises, mais c'est pour bien marquer le coup. La grosse entreprise obtient le marché. Pourquoi? Financièrement, à 2 000 € près, ils étaient mieux placés. Au chiffre final, 0,43 les séparait l'un et l'autre. La grosse entreprise a le marché, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contacte les artisans qui s'étaient regroupés pour répondre et leur demande de travailler en sous-traitance. Vous comprendrez que pour nous... C'est une forme d'ubérisation, comme vous dites. Voilà, nous on n'est pas là pour faire que de la sous-traitance et être ubérisé constamment. Il y a un moment, il faut changer les choses. Et donc, bien sûr, on me dira que ce n'est pas possible, mais moi je pense qu'il y a des marchés qui doivent être réservés aux artisans. On regarde, est-ce que c'est le montant qui fait que dans le premier cercle, la première réponse, c'est les entreprises artisanales? Mais je pense qu'il faut passer un palier. Je pense que les gens sont prêts maintenant à regarder de pouvoir privilégier les entreprises artisanales sur certains marchés. La clause d'insertion, moi je mettrais un mot derrière. La clause d'insertion des jeunes, on parle des jeunes. Eh bien, mettons l'apprentissage, les artisans vont savoir y répondre beaucoup plus facilement. Revoir l'allotissement, tout ça, c'est en cours. Mais quand j'ai dit ça, une évolution positive est en train d'émerger. Je vois bien la semaine dernière, le département de l'Oise nous sollicite. On a la métropole européenne de Lille qui nous sollicite. Le conseil régional pour travailler plus avec les EPCI. Je pense qu'on a compris dans cette période assez compliquée que le territoire, les entreprises du territoire, l'économie du territoire, c'est aussi et surtout ces milliers d'entreprises artisanales qui sont partout et que s'ils répondent plus au marché public, ils vont injecter plus, ils vont investir plus. Et on sait bien que ces entreprises-là, elles le font dans le quartier, dans la rue d'à côté, et elles le font dans le territoire. Donc voilà pourquoi on va, nous, en tout cas, passer ces messages, et on va, je suis persuadé, dans les mois qui arrivent, à faire changer les lignes. Voilà qui est dit. Merci, merci Laurent Rigaud. C'est sans transition maintenant, dans 6 minutes, que vous allez être switché directement sur les ateliers auxquels vous vous êtes inscrits. Mais il y a une dernière personne qu'on n'a pas entendue, qui nous attend sagement, et elle est en duplex avec nous cet après-midi. Elle représente Pôle emploi. Bonjour Gaëtane Bernard. Bonjour. Bonjour Madame, merci d'être avec nous cet après-midi. Alors, votre intervention en tout dernier lieu n'est pas innocente. Vous allez nous embarquer tous, embarquer ces messieurs, car Pôle emploi est connecté à toutes ces structures. Vous allez nous dire comment Pôle emploi est embarqué dans ce plan de relance. Oui.
Alors, je dirais il y a 4 dimensions finalement autour de l'emploi dans tous les échanges qui ont eu lieu cet après-midi. La première chose fondamentale, c'est pour nous de travailler au plus près des professionnels, avec les professionnels, sur l'évolution des besoins, l'évolution des métiers liés, on l'a dit, à des évolutions technologiques, à des évolutions normatives qui amènent à travailler avec des nouveaux matériaux, avec des nouveaux process ou gestes professionnels. Et notre enjeu est bien sûr de nous assurer que les demandeurs d'emploi sont aux attendus ou en tout cas vont répondre à ces nouvelles compétences recherchées. Et donc c'est au travers de nos coopérations avec la Fédération du bâtiment, par exemple, qui s'est exprimé tout à l'heure, ou d'autres acteurs, que nous pouvons donc identifier ces nouveaux besoins, ces nouveaux process. Et donc, à partir de là, pouvoir aussi travailler sur les parcours de formation nécessaires. Alors, on a eu l'illustration tout à l'heure de la FIT, la formation en situation de travail. On a aussi la possibilité, quand on accompagne des entreprises dans leur recrutement, de former, d'amener un collaborateur, leur futur collaborateur, donc amener un candidat demandeur d'emploi, à acquérir ces compétences nouvelles ou ces gestes professionnels aussi dans l'entreprise. Et ça permet donc aussi à l'employeur de former, de préparer son futur collaborateur à sa façon de travailler au chantier auquel il va répondre, enfin dans lesquels il va s'engager. On a une dimension aussi d'anticipation sur les besoins en termes de volumétrie. Aujourd'hui, quels sont les métiers liés aux chantiers qui vont démarrer, qui seront les plus recherchés, et qu'on puisse là aussi travailler avec la région, par exemple, sur l'identification des formations sur lesquels il faut investir pour pouvoir mobiliser, accompagner les demandeurs d'emploi vers ces parcours de formation et là encore pouvoir proposer aux employeurs, dès lors qu'ils sont attributaires d'un chantier, dès lors qu'ils vont démarrer un nouveau chantier, pouvoir leur proposer les compétences dont ils ont besoin. Et c'est ça aussi, créer de la richesse sur les territoires, c'est aussi amener pour ces candidats cette valeur ajoutée, ce qu'ils vont donc mettre au profit de l'entreprise. Par rapport à ce plan de relance, ce qui est aussi fondamental pour nous, c'est de travailler en proximité des collectivités. On les a beaucoup cités aussi cet après-midi. Travailler en proximité des collectivités, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement être informé le plus en amont possible des marchés qu'elles vont lancer, de pouvoir identifier sur ces marchés quels seront les lots qui seront closés, sur lesquels donc, il y aura des publics spécifiques donc à mobiliser, et ce qui nous permet aussi de préparer ces demandeurs d'emploi qui pourront qui permettront à l'entreprise de bénéficier, de valoriser en tout cas la clause d'insertion. Donc tout ça se fait bien sûr au plus près des territoires. Monsieur Rigaud l'a évoqué aussi, c'est le territoire qui permet aussi la mobilisation des publics et en proximité des chantiers. Et donc, c'est au travers de nos implantations, on a quand même 85 agences dans la région, que nos directeurs d'agences travaillent notamment en particulier en proximité avec les collectivités. J'ai des exemples en tête, une commune qui doit rénover une piscine, la construction, on a eu plusieurs exemples d'écoles ou de cantines scolaires, mais une commune qui rénove sa salle de sport ou son établissement public. Donc tout ça, tous ces chantiers-là qui vont démarrer, c'est important pour nous d'en avoir connaissance le plus en amont possible pour pouvoir, comme je le disais, préparer les publics du territoire, mais aussi dès que l'entreprise est tributaire du marché est connue, pouvoir travailler avec l'entreprise pour anticiper avec elle ses besoins en compétences et pouvoir lui proposer des candidats. Et puis enfin, je dirais que par rapport à tout ce qui a été dit aussi sur l'évolution des métiers, des compétences, on se rend compte aussi que toutes ces entreprises qui mobilisent aujourd'hui des process nouveaux, qui travaillent sur des matériaux nouveaux, qui s'engagent aussi sur une autre façon de construire ou de réaliser les chantiers, on se rend compte que tout ça, ça amène aussi, ça capte aussi des candidats nouveaux, des personnes qui se retrouvent aussi dans ces valeurs d'écologie, de respect de l'environnement, du développement durable. Et donc, on a aussi aujourd'hui une population nouvelle qui nous sollicite pour pouvoir justement s'engager dans ces entreprises. Et on a pour ça travaillé beaucoup aussi avec la Fédération du bâtiment à des webinaires pour acculturer
nos conseillers à justement ces nouveaux métiers ou ces évolutions de compétences recherchées, mais aussi pouvoir les partager avec les demandeurs d'emploi et donc attirer des publics vers ces métiers en tension, puisqu'on le dit souvent, beaucoup de métiers dans le secteur du bâtiment peinent parfois à trouver des candidats aux compétences recherchées, ou en tout cas il faut plus de temps que pour d'autres métiers pour remplir tout ça. Donc voilà les éléments importants que je voulais vous partager, mais en précisant aussi que l'apprentissage, c'est un sujet sur lequel on est très engagé. Ça a été cité tout à l'heure, la semaine de l'apprentissage du 19 au 23 avril. On travaille aussi beaucoup avec la Chambre de métiers, avec M. Rigaud, sur le sujet. La clause d'insertion, qui est aussi pour nous, les structures d'insertion qui sont aussi pour nous des partenaires incontournables pour répondre à tous ces chantiers closés qui sont aujourd'hui, qui vont démarrer dans les territoires. Pôle emploi, bien évidemment, un acteur majeur de la création de valeur sur notre territoire des Hauts-de-France. Merci beaucoup, madame, d'avoir été avec nous cet après-midi. On ne va pas prendre de questions, on va vous laisser 2-3 minutes chez vous pour aller prendre un thé, un café ou un rafraîchissement et vous allez switcher délicatement dans les ateliers qui commencent incessamment sous peu et on se retrouve à 16h30 dans 3 quarts d'heure, top chrono ici sur ce plateau pour la conclusion de cette émission. Merci madame, merci messieurs, très bons ateliers à toutes et à tous. Une quinzaine d'ateliers sont prévus, amusez-vous bien, travaillez bien, on fait la synthèse en revenant et on parle des belles réussites et des promotions des projets sous la houlette de l'ORCP. À tout à l'heure. Voilà, vous switchez automatiquement dans les ateliers, il n'y a rien à faire, c'est magique. Travaillez bien. Merci, à tout à l'heure, 16h30.